Et si l'accès à la génomique du cancer n'était pas le même pour tous et partout sur notre territoire? Alors nous avons la chance d'avoir le docteur Yannick Noder. Vous êtes député de l'Isère, vice-président de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. L'accès aux diagnostics innovants, est-ce que c'est une priorité dans la politique de santé dans notre pays? En tout cas, si ça ne l'est pas, ça devrait l'être. Je pense qu'on voit bien que l'innovation est partout. Après, faut-il encore qu'elle soit pour tous? Les pouvoirs publics et en tout cas le législateur que nous sommes, on doit s'assurer effectivement de cette égalité d'offre de soins sur l'ensemble du territoire et de pouvoir faire profiter à l'ensemble des patients, quel que soit leur lieu géographique, quelle que soit leur atteinte de pathologie, de pouvoir bénéficier d'une approche et d'un diagnostic le plus fin, après le diagnostic anatomopathologique, d'avoir un diagnostic moléculaire qui leur permettra de bénéficier de thérapeutiques au-delà encore des thérapeutiques classiques, puisqu'on sait que maintenant beaucoup de cancers ont évolué, notamment dans leurs facteurs de risque, et notamment prendre en compte mieux tous les facteurs liés à l'environnement notamment. Alors, Pierre-Jean Lamy, vous êtes oncogénéticien, directeur scientifique du groupe Innovi. Vous connaissez bien la réalité. C'est bien d'avoir une ambition politique, on vient de le voir. En réalité, où en est-on de cet accès à ce séquençage génomique du cancer en France? Pour l'instant, on n'en est que le séquençage n'est pas pris dans l'enveloppe du soin courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est toujours considéré comme une dépense de recherche et financé donc par une enveloppe spécifique qui s'appelle le RIHN, un mot un peu technique, mais qui finance ces actes. Alors c'est un vrai problème parce que depuis 2004, on a des thérapies ciblées. Depuis 2004, on doit faire de la biologie moléculaire en cancérologie pour pouvoir prescrire certains traitements. Et ces traitements, ils ont une AMM. Ils sont pris en charge par le soin courant. Ils sont remboursés par la sécurité sociale, comme on dit. Mais ces tests ne le sont toujours pas. Et on attend toujours. Il y en a un seul aujourd'hui qui est remboursé. C'est en oncohématologie. C'est le test de BCR-ABL. Oui, bien, certains tests qu'on attend longtemps. Donc on est dans une situation où on a le traitement, mais le test pour savoir si le traitement est pertinent, on ne l'a pas. C'est un peu dingue, non? Je pense qu'on a un très mauvais maillage aussi territorial. On a des filières de parcours de soins qui ne sont pas claires, avec du public, du privé. Ça, c'est pas tellement grave. Et au contraire, ça doit être complémentaire en fonction de certains territoires. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas une cotation très exacte et que depuis 2015, l'INCa ne prend plus en charge, c'est donc bien effectivement à la sécurité sociale et à la DGOS de prendre en charge cette nomenclature. Eh bien, on se retrouve avec un no man's land puisqu'on n'a pas de nomenclature exacte et qu'en fonction des secteurs où l'on se trouve, si on a affaire à un public ou à un privé, eh bien, les séquençages doivent aussi se partager entre différentes pathologies. Il y a la cancérologie, mais il n'y a pas que, il y a toute la problématique de la périnatalité, il y a les problématiques génétiques sur les maladies rares, donc il y a des embouteillages et tout ça doit être pris en charge, notamment pour ce qui est du secteur hospitalier, sur les missions d'intérêt général. Et on sait que le remboursement n'est pas à la hauteur du coût réel du test diagnostique. Professeur Fabrice Barlesi, vous êtes directeur général de Gustave Roussy. Vous connaissez particulièrement bien cette situation. On a vu qu'il y a un changement avec le changement de prise en charge dont vient de parler monsieur le député. Il y a une frustration de la part des oncologues et des praticiens sur ce changement d'environnement? Bien sûr, il y a une frustration de chacun d'entre nous lorsque un test est indiqué, que l'on souhaite qu'il soit pratiqué, mais qu'il peut être demandé par une institution qui n'a pas forcément la surface financière, la possibilité d'investir pour chacun de ses patients le montant de réalisation des tests, alors que, comme on vient de le dire, le remboursement ne va intervenir que une année plus tard et pas forcément sur la totalité du montant engagé par l'institution. Donc, il est clair que nous devons, pour des raisons d'équité, assurer à chacun de nos compatriotes une possibilité d'accéder à un génotypage moléculaire à chaque fois que celui-ci est scientifiquement démontré. L'accès au diagnostic, c'est plus une priorité pour l'INCa? En tout cas, je pense que ce n'est pas une question de priorité, c'est qu'à un moment, dans l'offre de soins totale que chaque patient doit pouvoir bénéficier, il doit
bénéficier de l'innovation thérapeutique. Cette innovation thérapeutique, je réexplique quand même globalement pour nos auditeurs le maillage, hein, c'est-à-dire que pour avoir cette innovation thérapeutique, il faut passer par un diagnostic, et cette phase de diagnostic moléculaire doit bénéficier d'une tarification au juste prix, peu importe qu'elle soit effectuée par le service hospitalier public ou par le service privé. Il y a différentes structures. Il faut qu'il y ait une difficulté d'attractivité, d'avoir des nouveaux métiers dans la santé, notamment des ingénieurs, des généticiens qui sont capables de faire ces analyses. Et ensuite, en fonction de l'analyse, de la mutation génétique trouvée, eh bien, il peut y avoir des traitements qui sont spécifiques, d'où le traitement de précision. Et ces traitements de précision, en fonction de leur degré de maturation, eh bien, ils sont remboursés ou pas, ils sont en accès précoce ou pas, ils sont en accès compassionnel. Donc, c'est pas aussi, pour l'instant, je pense que c'est pas aussi clair. En plus, on est dans un registre qui peut quasiment s'acheminer sur des maladies rares, puisque les cohortes sont relativement faibles et qu'on a des difficultés à effectivement avoir une preuve suffisante pour effectivement que dans le niveau de service médical rendu, les fameux services médicaux rendus, la SMR eh bien, soit la plus haute possible pour pouvoir faire bénéficier d'un remboursement le patient. Sinon, certains patients peuvent se retrouver avec des molécules non remboursées, onéreuses et tardivement disponibles en France, ce qui oblige parfois à un certain nomadisme médical pour les patients qui, malheureusement, ont les moyens. Pour les autres, il n'y aura pas cette possibilité-là. Alors Catherine Simonin, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes représentante des patients et des usagers depuis très longtemps, notamment à la Ligue contre le cancer. Vous êtes aussi experte de l'évaluation puisque vous faites partie de la commission de la transparence à la Haute Autorité de Santé. Qu'en disent les patients de ce type de situation qu'on vient de décrire? Alors la situation, elle est simple dans l'évaluation. Dans la recherche clinique, le test, il est pris en charge. L'accès, en fonction de la méthodologie de l'essai, soit randomisé, soit tirage au sort, soit monobras. Mais en attendant, le patient qui a sa cible, il a accès au traitement innovant qui est expérimental. À la sortie, il y a l'évaluation à la commission de la transparence pour le médicament. Et maintenant, il y a un groupe de travail qui a été initié pour les tests génomiques et les tests compagnons, pour prioriser, mais aussi, justement, savoir quels sont les meilleurs. Quel niveau de preuve nous avons sur l'efficacité de ces tests? Parce que, évidemment, si le test est mauvais, et on le voit sur les signatures génomiques, c'est-à-dire c'est de la désescalade de dose dans le cancer du sein, HR2-, cette signature génomique va déterminer sur un groupe de patientes cancer du sein si on va mettre une chimiothérapie adjuvante ou pas. Ce qui veut dire que ces tests conditionnent la prise en charge des patients et il ne faut pas qu'il y ait des pertes de chance. Et ensuite, il y a un modèle très simple pour l'innovation de médicaments qui sont à partir de la SMR4, c'est-à-dire avec une amélioration du service médical rendu. Puis il va y avoir un dispositif législatif qui est dans la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, pour les ASMR4, les médicaments sont accessibles à tous, sur tous les territoires, puisqu'ils sont éligibles à la liste en sus, qui est à l'euro remboursé. Liste en sus, c'est-à dire un budget supplémentaire qui est donné au centre pour financer ces médicaments qui valent un certain coût. Voilà, en plus du financement de l'hospitalisation, et l'établissement n'a pas de frais sur la dispensation de ces médicaments. Pourquoi ne pas faire la même chose? C'est une bonne idée pour les tests. Parce que si on a une innovation qui rentre dans la liste en sus, une thérapie ciblée, eh bien tout simplement, le test qui détermine la cible à utiliser par le médicament, pourquoi ne pas la mettre dans un nuage de financement pour garantir l'accessibilité de tous les patients ?